Non, en fait, je pense que c'est un sentiment que j'ai eu quand j'ai fini Paris-Brest, mais euh, au contraire, en écrivant Jim Sullivan, enfin, je l'appelle Jim Sullivan, hein, je le D'accord. contracte déjà, j'ai l'impression de, finalement, non pas en l'écrivant, mais en le terminant, de revenir en arrière et de me dire, mince, je suis toujours au même endroit. Et en fait, quand je pensais passer à autre chose, je pensais que j'arrêterais le roman après Paris-Brest. Peut-être parce que dans Paris-Brest, il y avait un début d'autobiographie, et en fait, j'essayais, en fait, c'est ce que j'essaye à chaque fois d'ailleurs, mais c'est de faire se superposer le plus possible l'auteur et le narrateur, mais à chaque fois que j'écris un nouveau livre, la même distance se recrée. Et au fond, l'horizon, ce serait de faire peut-être plus quelque chose qui aura à voir avec l'essai, ou alors peut-être l'autobiographie, je ne sais pas. Mais en fait, j'en suis très loin, c'est pas du tout ça que je fais. À chaque fois, je suis ramené sur une scène narrative, fictionnelle. Et de ce point de vue-là, quand j'ai dit ça, il y a maintenant 4 ans, à la fin de Paris-Brest, je ne pensais pas du tout, j'aurais jamais pensé que j'écrirais un livre comme celui-là. C'est bizarre. Il est né d'une idée, enfin, c'est-à-dire que quelquefois les livres naissent d'un agrégat de fragments, quelque chose qui se met en place très doucement. Celui-là, c'est le contraire, il est né d'une décision. De dire, d'avoir une idée un jour, de dire, et si j'écrivais un roman américain. En fait, je crois, je peux même dater précisément, je sortais d'une librairie où je venais de voir, comme souvent, la table des nouveautés, et il y avait 15 ou 20 romans américains, des trucs bien, des trucs pas bien, que j'avais feuilletés, voilà. Et c'est cette façon qu'avait la littérature américaine de prendre toute la place, et au fond de prendre toute la place dans mon propre cerveau, en quelque sorte. Non pas d'ailleurs que je la mythifie ou que je considère que ce soit une littérature toujours si passionnante, mais enfin, bon, ça prend de la place, quoi. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'était juste de dire, si j'écrivais un roman américain. Alors, et curieusement, parce que ce genre d'idée, comme tout le monde, on peut en avoir 2 ou 3 par jour, mais ça s'épuise, ou ça, voilà. Et là, celle-là a prise. Et donc ce qui a pris d'abord, ça a été surtout ce narrateur, en fait, qui était d'abord l'écrivain qu'en partie je suis, en fait, parce que bon, je pense que c'est un narrateur très fictionnel, mais pour une part, c'est un peu moi aussi. Et le problème, c'est qu'il fallait vraiment écrire un roman. Je ne pouvais pas me contenter d'avoir juste une idée. Mm. Et donc, voilà. Et donc j'ai été mené par le bout du nez, par ma propre idée, mon propre défi, en fait. C'était un livre un peu comme un défi. Les deux ont été écrits simultanément, le Black Note D'accord. et cinéma. Mais parce qu'à un moment, dans l'écriture du Black Note que je n'arrivais pas à écrire, en fait, j'ai été, pour ainsi dire, interrompu par une idée aussi de livre. Et donc j'ai écrit Cinéma, qui lui aussi d'ailleurs, en ce sens-là, pourrait être approchable de ce dernier livre, parce que c'était aussi une idée. Et c'est aussi quelque chose, à partir du moment où il y avait l'idée, il s'agissait de la mettre en acte, et donc de s'atteler à une tâche et de la clore, motivé par son idée. Ce n'est pas le cas d'habitude de mes autres romans, qui sont plus des bricolages assez longs, dont souvent je ne mesure pas en l'écrivant pourquoi je l'écris. Oui, c'est une librairie, mais bon, j'ai quand même lu pas mal de littérature américaine. Enfin, j'en avais lu avant même d'avoir cette idée-là, mais et c'est vrai que, comme beaucoup d'entre nous, on a souvent cette conversation avec des amis, écrivains ou pas d'ailleurs, mais cette façon qu'ont les Américains de faire de la fiction au premier degré, avec un certain aplomb, avec une certaine impunité au fond. Là où en Europe, ça fait longtemps que tout ça est mis en question et que un bon roman en Europe, c'est quand même un roman qui réfléchit sur la littérature, qu'on le veuille ou non, quoi. Même s'il le fait quelquefois avec élégance ou avec discrétion, mais c'est un peu notre critère souterrain, Mm. tacite même souvent. Et pas pour la littérature américaine, y compris la critique. La critique, quelquefois, on est content d'avoir une mise en abîme ou je sais quel procédé, mais en réalité, ce qu'on est content, c'est la jouissance de la fiction, c'est la capacité, au contraire, de la littérature américaine à ne pas craindre de produire du récit et presque de supposer qu'on a vraiment une langue commune avec laquelle on continue voilà, d'avoir des mythologies communes, de vivre ensemble sous le même ciel, avec la même langue. Ce que font les écrivains américains, ça reste très étonnant, très étonnant. Je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais on dirait vraiment qu'on n'habite pas le même monde, de ce point de vue-là.
pourquoi les écrivains américains sont internationaux, je pense qu'il faudrait quand même séparer le bon grain de l'ivraie dans cette affaire, et qu'il y a aussi une affaire de force de frappe économique, d'hégémonie. Bon, je ne pense pas qu'on puisse tout ramener à des explications vertueuses ou anthropologiques, qui consisteraient à dire que c'est parce qu'ils ont touché les zones si merveilleuses de l'être humain que tout ce qu'ils disent est de l'or. Non, non, c'est pas ça, c'est aussi combien de littérature on ne lit pas à cause des Américains aussi. Enfin, dont on est seul responsable de la façon dont on se laisse envahir. Et la question n'est pas de défendre la littérature française dans l'affaire, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne lit pas plus d'Indiens ou de Suédois ou de... enfin, vous voyez, ou les Suédois, ça marche aussi parce que tout d'un coup, ils ont l'estampille polar suédois, mais bon, on voit bien que ça, c'est quand même très particulier. Mais je me suis bien amusé à le faire. J'ai des fois, j'ai eu des grands moments de souffrance parce que l'élaboration narrative, c'est quelque chose qui, pour moi, alors que paradoxalement, j'essaye de faire des livres qui racontent vraiment des histoires, c'est un gros effort pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me demande, qui me requiert mentalement beaucoup, pendant des mois, parce que justement, j'ai beaucoup de mal à croire dans mes propres histoires, donc ce manque de foi complique l'ardeur. Je regardais l'idée de faire un grand clin d'œil, en fait, en écrivant ce livre, voilà, d'être dans un esprit un peu... J'ai toujours un petit sourire aux lèvres en l'écrivant. En effet, il y avait cette phrase dont je me suis rendu compte bien longtemps après qu'elle pouvait valoir comme peut-être une position par rapport à ce que était un narrateur vis-à-vis de son lecteur. Enfin, c'est-à-dire, oui, ici je parle à tout le monde, qui est l'espace du livre en fait. Et en ce sens-là, c'est pas comparable justement avec la position, allez, disons, américaine, parce que c'était d'abord postuler une utopie de la lecture et de l'écriture qui consiste à dire j'écris pour tout le monde, un peu comme Duras pouvait dire j'écris pour toi. Bon, il y a cette façon-là de penser une altérité absolue du lecteur vers lequel on s'adresse et vers lequel presque on fait une demande en fait. Tandis que tout le monde américain, tel que nous on peut le percevoir en France, il est aussi quantitatif, il est sociologique, il est économique, on parle à tout le monde, c'est-à-dire c'est la force de frappe à tous les libraires, tous les consommateurs aussi. Voilà, c'est pas la même chose. Je me dis maintenant, avec du recul, c'est fou, parce que je suis heureux 12-15 ans plus tard de me dire c'était mon premier livre, j'ai commencé par cette phrase-là, et en fait elle est toujours valable. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très heureux. Ouais. Épuisement raté alors, parce qu'il y a des choses même depuis dont je me suis dit tiens j'ai pas parlé de ça et tout ça. Mais c'était pas le but non, parce qu'en fait quand j'ai eu cette idée, j'ai supposé un roman américain assez homogène, mais je l'ai supposé peut-être que l'image s'est présentée à moi parce qu'elle était modelée par des grandes lectures en fait qui étaient finalement un certain mainstream américain dont Philip Roth pouvait faire partie, mais aussi Richard Ford, Don DeLillo, Jim Harrison. Et au fond, alors que rien qu'entre eux, il y a déjà des différences énormes, mais ça composait un tout où je voyais certains tics ou certaines récurrences d'univers, de rapport à la langue aussi. Et du coup, bon, rien qu'en faisant ça, j'éliminais implicitement le roman plus textuel, enfin le roman de Pynchon, de Gaddis, ou de voilà, toute cette veine plus intellectuelle d'ailleurs du roman américain. Mais j'éliminais aussi les romans des minorités, j'éliminais finalement, même si j'avais Jim Harrison, mais j'enlevais quand même tout ce qui était natural writing. Enfin, en fait, le truc c'est que quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que cette idée de le roman américain, ça ne marchait pas du tout. Et en fait, à mesure que j'avançais, je voyais que en fait, c'était des territoires beaucoup plus, un tissage beaucoup plus complexe, et que, à part quelques figures du type, que j'ai d'ailleurs un peu plus exploité que les autres, c'est-à-dire le narrateur est un type d'une cinquantaine d'années, un peu désabusé, souvent divorcé, prof de fac, etc. Bon, ça revient très très souvent dans le roman américain, qu'il soit new-yorkais ou californien ou quoi. Mais sinon, en dehors de ça, très vite, ça s'éclate. Il n'y a pas de roman américain, en fait. Peut-être pas plus que le roman français. C'est toujours la même chose quand on veut trop unifier.
se perd vite dans des généralités. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a aucune tentative d'exhaustivité, parce qu'il n'y a pas d'exhaustivité possible non plus, je ne pense pas. Ou alors il aurait fallu que vraiment j'organise un roman extrêmement méthodique, avec un projet peut-être en toute modestie, mais justement c'est pas ce que j'ai fait, mais comme Joyce fait Ulysse, quoi, c'est-à-dire en imaginant dans chaque chapitre, effectivement, on va faire rentrer telle chose, avec des tableaux de correspondance. C'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus... de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus un bricolage à partir de mon propre inconscient, que j'ai lui-même nourri avec des nouvelles lectures, parce que j'ai d'autant plus lu de romans américains que j'avançais. Et donc j'ai d'autant plus je me disais, mince, c'est pas ça, mince, c'est pas... Ah oui, et même des moments où tout s'écroulait. Parce que tout d'un coup, je me retrouvais du côté d'Elroy et je me disais, mais il faut qu'il y ait une dimension géopolitique, ou il faut qu'il y ait... Et en même temps, je ne me voyais pas verser dans le grand roman cybernétique. Alors, donc j'étais sans cesse balancé parce que je me disais, si je vais là, je perds ça. Si je vais ici, Et de ce point de vue-là, ils sont presque incompatibles. C'est-à-dire que comment mettre ensemble Elroy et Jim Harrison? C'est deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas de roman américain. Effectivement, il y a des choses que je me suis dit un peu de manière, alors, oulipienne, ce serait un peu exagéré, mais enfin en me contraignant un peu à me dire, bon, il y a des choses qui doivent être dedans. Donc, en effet, le 11 septembre, donc le Mayflower, donc la guerre du Vietnam, donc je sais pas quoi, enfin bon, donc le baseball, etc. Donc chaque petite chose, j'ai travaillé pour que l'objet puisse se remplir au maximum, mais j'ai l'impression quand même que j'ai jamais été plus loin que du côté du papier glacé, en fait, de l'Amérique. J'ai même acheté un livre à un moment complètement stupide, les 100 trucs qui font qu'on aime l'Amérique, ou je sais pas quoi, et en 100 pages. Et bon, alors c'est le popcorn, enfin, c'est complètement, le livre est vraiment bête. Mais en même temps, du coup, j'ai vérifié dedans, parce que j'ai bien tout mis. En fait, j'ai pas du tout mis, parce que c'est... Bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, ça n'avait pas d'intérêt. Mais vous voyez, ça n'a pas non plus dépassé cette espèce de tentative sans cesse de faire consister, en fait, vraiment au sens propre, quoi, de faire tenir ensemble des séries d'éléments qui, justement, étaient des atomes libres de l'Amérique, en fait. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas... c'est là où je me suis plus amusé que j'y ai réfléchi. C'est que je gardais une espèce de jeu au sens propre aussi, c'est-à-dire quelque chose où il y avait de la liberté, en fait. Je ne me suis pas trop embarrassé de... tout à l'heure je parlais du liste de Joyce, je ne me suis pas embarrassé de me dire que je donnais du travail pour 3 siècles aux critiques, quoi. Comme lui l'a dit pour Van Wake. Mais je ne sais pas pourquoi Perec n'a jamais été une référence absolue pour moi, et pourtant il a toujours été là, en effet. Comme j'ai toujours aimé Perec, et plus ça va, plus j'aime Perec, en fait. Mais après, il y a des fois, certains livres sont trop systématiques, justement pour être agréables à lire, en fait. Mais j'ai envie de dire, son système nerveux, sa position, son souci d'écriture, son obsession du rangement aussi, quand même sont des choses auxquelles je suis de plus en plus sensible. Et donc, c'est pas une référence très, très avouée, parce que à moi-même, elle n'est pas avouée. En fait, mais il est quand même souvent là. Il est quand même souvent là. Et je veux bien reconnaître que pour ce genre de livre. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un mail qui me dit j'ai lu votre ouvroir de littérature potentielle américaine. Et j'ai trouvé que l'expression était assez juste, même si ça. Là non plus, si j'avais été oulipien, j'aurais été beaucoup plus méthodique, rationnel et exhaustif, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est là que je ne pourrais pas dire non, que c'est un projet oulipien, non, pas du tout. Là-dessus, je peux vraiment parler que pour moi. Je peux vraiment, ça ne me dérange pas de supposer demain un écrivain génial qui n'a rien lu. C'est rare, en général. Mais je veux dire, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, il ne pourra pas être question de postuler qu'il faudrait, non seulement qu'il faudrait avoir tout lu, mais encore en plus qu'il faudrait que ce savoir-là soit à vue pour écrire aujourd'hui. Non, pas plus qu'avant, pas plus qu'il y a... c'est plutôt des pentes d'esprit. La mienne me conduit à ce que quand j'entame, même simplement quand je suis dans le désir d'écrire, je suis
j'allais dire je convoque, mais c'est plus passif que ça, une bibliothèque, des bibliothèques, qui sont à la fois des surmoi, des empêcheurs d'écrire, et en même temps des moteurs, parce qu'au fond, très vite, moi je me retrouve comme un enfant qui a envie d'imiter en fait, des modèles. Et au fond, je n'ai aucune capacité autre que de me dire, ben, je vais essayer de faire comme papa, hein, papa pouvant s'appeler Homer ou Jim Harrison, peu importe en fait, et si possible tous à la fois. Voilà. Mais que je parle de pente d'esprit, c'est que ça me convient de travailler à partir du fantôme d'une bibliothèque, en fait, mais que je n'en ferai absolument pas une position manifeste. Complètement, oui, oui. Commencer par la bibliothèque, pour moi, c'était important. Ouais. Je sens bien que c'est même l'espace dans lequel j'écris. Voilà. Au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré. De plus en plus d'ailleurs. J'avais un rapport peut-être plus brut à l'écriture au début. En tout cas avec une idée de quelque chose de plus sauvage. Et plus ça va, plus je sens que je suis fait de récits et que je peux juste bricoler avec ces récits déjà là. Il y a un grand déjà là quand même. Je ne me rendais pas compte, parce que peut-être je pensais que j'écrivais autre chose et je n'avais pas vu que c'était la même chose. Mais puis que ça prend quand même des formes un peu différentes, cette notion de disparition de livre en livre, et puis quelquefois elle est plus métaphorique. Après, c'est une idée que j'aime bien, mais presque avec ce vieux fond un peu blanchotien que j'ai, qui consiste à associer l'espace de la littérature à un espace négatif, en fait, qui s'extrait des champs habituels du monde. Voilà. Et de ce point de vue-là, je suis très français, je pense, pas du tout américain. Les Américains ne séparent pas la littérature des autres champs. La littérature interagit avec la réalité. Nous, en France, c'est vrai qu'on a une certaine tradition. En tout cas, moi, je crois que je viens d'une certaine tradition de la littérature comme disparition. La littérature est droit à la mort, comme dirait Blanchot. Pardon, un de mes écrivains préférés s'appelle Villamattas, parce que chez Villamattas, ce thème-là est permanent et qu'on voit bien qu'il est dans l'ambivalence de sa relation à exister par les livres, mais en même temps disparaître sous les livres. Bon, moi c'est vrai que je partage ça. Détroit est apparu naturellement. Le Détroit est assez... D'abord c'est la ruine, Détroit, voilà, c'est vraiment l'image de la ruine, de la rouille. Alors ça, pour le coup, c'est des motifs qui me sont chers. Je me sens bien, plutôt que d'être par exemple dans le vernis californien, ou alors dans l'ambiguïté européenne de New York, par exemple. Bah, la rouille de Détroit, les voitures, hein, voilà, ça c'est vraiment, c'était capital, les grands lacs, tout ça, ça a configuré immédiatement une sorte de joie d'y être, en fait, de me sentir bien, de me sentir chez moi. Chez moi, dont je ne pourrais pas trop expliquer, à part peut-être le rapport industriel au port que j'ai toujours eu. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pour Détroit. Et que finalement, paradoxalement, c'est moins marqué, c'est moins régionaliste que d'autres choses. Quand vous êtes à New York, vous faites un roman new-yorkais. Quand vous êtes en Californie, vous faites un roman californien. C'est Bret Easton Ellis. De l'autre côté, c'est Paul Auster. Bon, tout de suite. Détroit, finalement, c'est l'Amérique. Pourquoi je n'y suis pas allé, enfin, pourquoi le narrateur n'y est pas allé, mais moi non plus, en fait, jamais. Et j'en ai fait une règle du jeu, en effet, c'est-à-dire tout faire à partir d'Internet, à partir de Google, et à partir de la littérature américaine, en fait. C'est-à-dire, puisque le projet était celui-là, ça me paraissait comme une évidence qu'à aucun moment, je pouvais jouer un rapport réel. Et ça m'a manqué un moment. C'est-à-dire que dans un moment du livre, quand je me suis pris au jeu moi-même du roman, du vrai roman, dans le roman, j'ai senti qu'il me manquait un terreau documentaire impressif, vous voyez, pour décrire certaines choses. Et j'ai presque hésité, en disant j'y vais pas, je vais passer 3 mois là-bas, je reviens. Et ça voulait dire je fais un vrai roman américain. 300 pages, etc. Mais en même temps, je perdais tout mon projet. Le projet, c'était pas ça. Le projet, c'était presque, si je vais un peu loin, c'était coupe longitudinale d'un cerveau français nourri de littérature américaine.
Maintenant non, maintenant j'ai plus envie non plus, c'est bizarre, mais ça reviendra peut-être. Hein, là du coup, c'est comme si j'avais quitté un territoire mental, mais je l'ai quitté. Voilà. Information bizarre, hein, mais je crois que c'est très simple à trouver, je crois que c'est sur la page Wikipédia de Détroit. Il est dit que Détroit a la plus haute densité vitrée des États-Unis, avec ce calcul complètement absurde que, en moyenne, un habitant de Détroit percevrait 3200 vitres en même temps, à supposer sans doute une surface moyenne de vitres, enfin voilà. Mais avec les Américains, pour faire des statistiques sur des choses. D'ailleurs, dans une première version, Dwayne Coster travaillait au département statistique de l'Université du Michigan. Ah oui. Puis après, je trouvais que prof de littérature, c'était plus proche de ce que... D'abord, c'était plus amusant pour mon roman, mais c'était aussi plus proche de l'archétype du narrateur américain, du personnage principal. Je l'ai lu notamment dans l'histoire des États-Unis par Howard Zinn, qui est un très beau livre sur l'histoire populaire des États-Unis. Et on voit toute l'histoire de la statistique au XXe siècle, la montée en puissance de cette... Et comment ça fabrique, en fait, la gouvernance américaine même, c'est très très impressionnant. Et il faut voir ce que c'est que le baseball depuis 50 ans. Ce n'est que de la statistique. C'est-à-dire, lui, il a 27% de réussite sur tel coup, sur tel truc, etc. C'est incroyable. Et nous, en France, aujourd'hui, on fait ça un peu avec le foot et tout, mais on n'arrête pas la cheville. Hein. Pour être honnête, non. Non pas que je refuse qu'on l'interprète comme ça, mais l'image, elle était tellement forte en elle-même qu'elle s'est imposée, et évidemment, elle crée cet effet kaléidoscopique ou myriadique moi j'adore ça, j'adore, dès qu'il y a des miroirs et tout ça, j'adore. Mais bon, donc évidemment, ça entraîne, mais je veux dire, c'est pas une équation théorique. Je me dis pas, tiens, il faut que je mette une image de miroir parce que le livre est en miroir. Je trouve que je suis appelé par des images de miroir parce qu'elles me tombent dessus et que sans doute qu'au moment où je la vois, il y a quelque chose en moi qui dit c'est une évidence qu'elle va être dans mon livre. Mais c'est idiot à dire, mais c'est plus bête que ça en fait, de ma part. C'est sûr que moi, j'ai toujours un rapport difficile au premier degré, c'est-à-dire à la foi dans la fiction. Donc c'est évident que je suis envahi par des possibilités sans cesse, ouais, donc par du peut-être en permanence, qui est aussi aurait pu être en permanence. C'est peut-être ce qui définit l'ironie en littérature, au fond. C'est quand on n'est jamais complètement où on ne produit jamais la nécessité de son propre récit, parce que justement il y a une incapacité à n'être que ça. Donc de ce point de vue-là, oui, au fond, mais comme j'aime pas non plus dire que j'aime pas l'idée d'ironie pure, parce que je la trouve toujours, c'est comme si j'associais une notion un peu mesquine, alors je me dis toujours oui, bon, moi je sais pas trop. Mais si l'ironie c'est ça, c'est laisser entendre à un lecteur que peut-être ça aurait pu être autrement, oui, alors oui, j'aime bien ça, quand même. Enfin, j'aime profondément ça. Je crois que c'est important pour moi que dans un texte, il y ait une réserve de ce qui n'a pas été écrit, et qui est aussi le deuil accompli par ce qui a été écrit, en quelque sorte. Mais là aussi, c'est une négociation de chaque instant, de chaque phrase, de chaque résultat, et même le livre, une fois fait, publié, il y a des inaccomplis, il y a des peut-être, il y a des choses. C'est vrai que ça reste là, que ça pointe de temps en temps dans le livre. Je pense qu'il y a des lecteurs qui doivent trouver ça insupportable, qui veulent exactement l'inverse, qui veulent un livre qui leur dise ce qu'il est, point. Et moi j'ai besoin de partager cet espace du manque en fait, quoi, cet espace de l'absence. En fait. Donc de ce point de vue-là, oui en fait, vous voyez, quand je vous réponds, quand je fais un effort pour répondre, je me dis que le peut-être est la définition même de la fiction. Ouais. C'est comme ça que je l'ai écrit, donc ça veut dire... c'est profondément mon expérience d'écrire. Mais quelquefois, je peux aussi croire, vouloir, enfin même
que justement, quelqu'un qui arrive à écrire vraiment, entre guillemets un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui prend une décision, c'est-à-dire quelqu'un qui élimine le peut-être. C'est souvent ce qui me fascine chez un écrivain, en général même. C'est ce que Pierre Michon appelle, dans je ne sais plus quel livre, la détermination énonciatrice. Bon, enfin, finalement, c'est pas une formule si jolie que ça d'ailleurs, mais il parle de ça pour Faulkner. Et il a raison. Faulkner, il tranche, quoi. Voilà. Mais bon, plus récemment, pour prendre encore un écrivain américain, Delillo, il tranche. Voilà. Il prend des décisions narratives sans cesse. Des décisions, et il n'y a plus de peut-être. Bon, voilà. Donc, ce sont des... Donc, quelquefois, moi, je sais que je peux me laisser impressionner. Mais ben, je ne suis pas le seul, par Faulkner. Ni par Delillo, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de peut-être. Donc, vous voyez, mais c'est vrai que, comme j'aime aussi, justement, ces écrivains où l'expérience de l'écriture est encore à vue, alors sans aller non plus, sans retourner tout comme un gant, et que la littérature soit son propre atelier, il ne s'agit pas d'aller jusque-là, mais qu'il y ait ce tremblement encore à l'œuvre, ça me touche aussi beaucoup. Oui, mais c'est tout ce qui... C'est aussi tout ce qui pouvait être Jérôme Lindon dans quelque chose de malicieux. Mais qui, à l'époque, n'était pas seulement malicieux, était aussi une manière de me dire, bon, ben, on a compris que vous savez écrire, vous pouvez faire des belles phrases, ou je sais quoi, je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu me dire. Mais enfin, en tout cas, le service minimum, c'est d'avoir un substrat narratif qui puisse nous emmener du début à la fin, et autour de quoi vous ferez ce que vous voudrez, en fait. Je crois que ça voulait plutôt dire ça. Et c'était pas normatif, évidemment pas. Mais voilà, ça sous-entendait quelque chose dont j'ai pris bonne note à l'époque, en effet. Je crois que je voulais fondamentalement écrire du roman, mais peut-être que j'ai eu la notice ce jour-là. Et j'ai toujours respecté cette règle d'un début, un milieu, une fin, et même peut-être, de manière plus globale, d'accepter un rapport à l'identification du lecteur, moi-même de croire dans ma fiction d'ailleurs, en fait, au moment où je l'écris, c'est pas non plus seulement un instrument à des fins justement ensuite de détournement. Donc il y a détournement, mais il y a aussi fiction au premier degré. Voilà. Et ce n'est possible ensuite de créer les arabesques qu'à partir quand même de cette ligne droite, en fait, qui a à voir avec même, si possible, l'efficacité narrative. Donc vous me dites que je la détourne, oui, je la détourne, mais ce qui m'a pris le plus de temps quand même dans ce projet, c'était quand même de le faire. Avant de pouvoir avoir les mains un peu libres et effectivement peut-être justement créer du jeu et m'amuser en fait. J'ai besoin qu'on y croit, même si je sais celle-là elle est particulièrement chargée, elle est compressée, elle va vite, donc elle est à la limite du vraisemblable, mais je me suis un peu raccroché à des références, cette fois plutôt cinématographiques d'ailleurs, pour y croire moi-même, à savoir les frères Cohen ou Tarantino, même en me disant après tout, ils se permettent des trucs. Alors ça m'a aidé à autoriser des choses, mais effectivement en essayant de ménager les deux, c'est-à-dire être libre, pouvoir faire un truc un peu délirant et en même temps quand même qu'on y croit. Voilà. On ne peut pas ouvrir un livre en disant je vais vous faire un roman américain et ne pas le faire en fait. Enfin, en tout cas, moi je me suis dit ça. There's a highway telling me to go where I can now. Such a long way, I don't even know where I am. Such a long way, long way. Gonna sit right to where I am, and it's easier to stay here. Think I know my way here. I'm gonna lay here all right. Tomorrow I'm gonna hang my feet in a stream.
dream of. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire c'est plutôt un rapport d'attirance-répulsion, enfin répulsion, le mot est trop fort d'ailleurs, mais enfin, attirance-agacement pour la littérature américaine, mais il fallait quand même que... Mais je ne sais pas pourquoi j'ai une fascination, c'est-à-dire est-ce que c'est à proprement parler pour la littérature américaine? Non, je ne crois pas. Et même s'il y a certains auteurs que je trouve merveilleux, des livres que je trouve vraiment très amples, plus amples sans aucun doute que ce qu'on a produit en France dans les 30 ou 40 dernières années. Mais la plupart du temps, c'est pas... Ce qui me fascine peut-être plus, c'est l'énigme du pouvoir qu'ils ont, en fait. Parce que ça reste... Bon, on peut donner, là aussi, comme on disait tout à l'heure, des paramètres économiques, sociologiques, etc. Mais ça reste un peu une énigme, quoi. Pourquoi ils le font, d'abord, avec tant de sérénité et d'aplomb, et pourquoi ça marche, quoi. Tout ça n'est pas si clair pour moi. Et ça me fascine en fait. Mais vous voyez, c'est bizarre parce qu'au fond, ce qui me fascine n'est pas complètement le texte en tant que texte. Il est justement la magie qu'il opère sur le monde occidental en général. Donc, et donc évidemment, ce truc-là qui me fascine m'agace aussi, parce que justement j'en trouve pas la clé, ou que je vois bien que justement il n'y a pas de clé. Et qu'au fond, il pourrait aussi en être autrement. C'est qu'on pourrait aussi ne pas avoir de littérature américaine et le monde serait pas très différent. Vous voyez, ce serait beaucoup plus grave de ne pas avoir Sebald que de ne pas avoir Philippe Roth. Vous voyez, c'est bon. Donc de ce point de vue-là, je ne me sens pas du tout américain. Mais c'est difficile pour moi de répondre parce que je ne me suis pas posé la question comme ça. Après, quand vous me dites le mot légende, précisément au sens étymologique, legendum, en effet, quoi, c'est ce qui doit être lu. C'est sûr que du coup, je me dis aussi, ben oui, mais la littérature, c'est précisément ce qui commence quand la légende nous est insuffisante, quand elle nous est, ou quand elle est trop étouffante. On cherche un chemin de traverse, un espace où on va découvrir un peu de singularité. Au-delà. Donc de ce point de vue-là, c'est écrire contre la légende. Et si c'est ça, ben, peut-être que mon roman est quand même sous cet angle-là, contre la littérature américaine, en fait. Mais c'est pas que je le défende comme principe, mais je me dis oui, peut-être qu'en tout cas il a fallu que pour que je puisse écrire ce livre, que je me fraye un passage et que je trouve une voie au milieu d'une légende qui à un moment était trop capturante, trop dominatrice. Voilà. Et sans doute que c'est ce que mon narrateur cherche à faire, à respirer en fait. Ouais. Donc c'est le contraire ça dépend en quel sens on emploie le mot fiction, mais si la légende c'est la fiction dominante, la littérature c'est l'autre, c'est la fiction d'à côté. Mais là où la chose se complique et se retourne dans tous les sens, c'est qu'un écrivain américain aussi, dans ce qu'il a de singulier, et n'est pas non plus l'ogre dominateur, il est lui-même pris dans une légende dont il essaye de s'extirper, et tous les écrivains américains qu'on aime, de ce point de vue-là, ont le même rapport au monde, c'est un rapport d'enfants qui essayent de se sortir d'une toile d'araignée tissée en dehors d'eux. Voilà. C'est souvent d'ailleurs un thème qui revient à la littérature américaine, mais là pour le coup c'est parce qu'il n'y a qu'une littérature dans le monde entier, américaine, française. Un écrivain c'est quand même quelqu'un qui est tout seul chez lui, qui a peur et qui se dit si je pouvais exister un petit peu ce serait bien, donc trouver ma voix, ma langue, et voilà. Mais ça, qu'il soit américain ou français, c'est pareil. Au fond, le fait l'entité littérature américaine et les écrivains américains qui chacun singulièrement font le même travail que nous, quoi. Avec la même intégrité et la même innocence en fait, quoi. Parce que sinon on risque de dire des bêtises. Si on dit l'Amérique d'un côté, l'ogre de l'autre, l'écrivain français, c'est pas ça. Oui, en quelque sorte, parce que j'ai pensé un moment, mais en fait, parce que justement ce qui fonctionnait comme... sous le parapluie littérature américaine, était quand même quelque chose de très installé, donc qui n'était pas dans l'extrême contemporain, tout simplement. Et au fond, j'ai pas cherché, bon j'ai lu comme tout le monde un peu les choses
récentes, là, Safran Foer ou des gens comme ça. Mais en fait, là, je m'intéressais plutôt à une littérature constituée. Et donc, pour moi, les noms qui revenaient vraiment tout le temps, c'était De Lillo, c'était Richard Ford, c'était Philippe Roth, c'était... Bon, il y en a eu quelques-uns comme ça, ou même sur le vélo, ou je sais pas. C'est la littérature de 1950 à l'an 2000 à peu près. Donc en fait les séries c'est trop récent, et d'ailleurs c'est même peut-être c'est trop récent pour qu'on voit exactement quel est le lien qui se fait entre les deux, parce que ça se fait là en ce moment, c'est en train de se faire. Alors pour le récupérer moi, comme si c'était déjà une mythologie collective, c'était trop tôt. Le même projet dans 20 ans, j'aurais peut-être fait ça. J'aurais peut-être... sûrement. Parce que ce que vous dites est vrai, aujourd'hui il y a une intrication entre les deux, mais elle est trop au présent là. Moi je crois que je me suis intéressé légèrement au passé, et c'est une Amérique un peu décalée, que je pense que c'est pas l'Amérique d'aujourd'hui complètement, c'est l'Amérique... bon, alors j'ai essayé de mettre des éléments qui étaient quand même années 2000, mais au fond il y a quelque chose pour moi qui est l'Amérique reaganienne presque, l'Amérique des pavillons, des mecs avec des pick-up et des... et des fusils dans le coffre, l'Amérique de shortcuts, quoi, vous voyez, de Carver et tout ça. Mediapart.